qui m'a beaucoup frappé dans les interventions que j'ai vues de vous, c'est en même temps cette capacité, bon d'abord d'être là, de ne pas lâcher les jeux, de ne pas lâcher votre mari, de l'accompagner comme ça. Bon. Mais pas seulement, d'être en même temps dans une vraie présence affective et puis d'être dans une pensée, d'avoir du recul, d'avoir réussi à avoir suffisamment de recul. Alors après, il y a recul et recul. Hein. Je me souviens que quand on s'est vu à Aix, justement, vous me disiez attendons un peu, moi j'ai besoin de prendre un peu de recul. Et voilà, là c'est peut-être un vrai recul parce qu'on est passé dans autre chose. C'est autre chose, oui. Ouais, c'est autre chose. Oui. Mais voilà, peut-être vous pourriez me parler un peu de ça, puis après on verra ce qui se passe. Mais... Parce que comment on fait pour ne pas pour ne pas s'effondrer? Alors peut-être qu'on s'effondre et puis qu'on se relève, je ne sais pas. Et je pense que de toute façon, c'est à la fois le malade, c'est individuel, enfin et la personne qui est avec aussi. Et c'est sûr que personnellement, moi, pour essayer de tenir, ce qui était important pour moi, c'était de mieux comprendre la maladie. Et d'essayer de savoir aussi ce qu'il y a comme... ce qu'on a de possibilité de compréhension. Enfin, c'est pas vraiment la compréhension, mais c'est de savoir un peu mieux comment se comporter soi-même. Et ça, on a besoin vraiment d'aide, mais en même temps de réfléchir, quoi. Je pense que pour moi, ce qui a été important, c'est d'essayer de me dire ça reste le même, quoi. Mais c'est pas simple, ça non plus. Puis en même temps, c'est insupportable de voir qu'une personne qu'on aime devient tellement différente. À la fois elle-même et différente. Personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai quand même eu, d'une part, à m'occuper de mes parents, qui n'avaient pas la même chose du tout. Mais je suis entrée dans essayer de comprendre ce qui arrive. Et puis, le travail que j'ai fait, moi, avec les animaux, et avec des gens très compétents en matière d'animaux. Et ça m'a beaucoup appris, beaucoup aidé, notamment en ce qui concerne la patience. Ce qui me paraît très, très important dans ces types de maladies. Encore que moi, j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai absolument pas eu cette phase où les gens reposent 50 fois la même question. Ça, je ne l'ai pas eu. C'est vrai que c'est difficile, mais que je comprends que des gens ne résistent pas bien à cela. Mais moi, j'ai eu cette chance que ça n'était pas du tout ça. Et j'ai eu par contre la chance qu'il a eu une confiance en moi, mais absolue. Ce qui est très fatigant par moments, parce que, disons, ce qui est fatigant, c'est de ne pas pouvoir bouger d'un centimètre sans avoir la personne qui, immédiatement, pour ne pas vous perdre, vous suit. Mais en même temps, c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un qui a une telle confiance, et même jusqu'à la fin. Bon, peut-être de temps en temps, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a eu des moments où il m'a dit « pas toi ». Bon. Mais dans l'ensemble, il avait totalement confiance en moi. Mais c'est justement ce qui est aussi très difficile, de se dire est-ce que réellement il a raison de me faire confiance ou est-ce que je trahis sa confiance? C'est difficile hein, de savoir. Même si j'ai été quand même suivie psychologiquement, ce qui m'a été très difficile, c'est toute cette phase où je me suis retrouvée seule ici, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de... Personne ne le voyait à l'extérieur, en dehors de moi. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais creuser pour que les gens ne se trouvent pas dans cette situation. C'est-à-dire que, comme il y a eu par exemple pour ma cousine le réseau ancrage, qui n'existe que sur le 16e, à ma connaissance, peut-être en province, mais à Paris, à ma connaissance, c'est essentiellement... Enfin, eux n'ont le droit d'aller que sur le 16e. Et ça, vraiment, je trouve que ça manque. J'avais mon médecin traitant tout à fait bien, qui l'a vu quand même ici. Mais si vous voulez, ce qui m'apportait, moi, c'est quand il allait à l'accueil de jour. D'abord à l'hôpital de jour, ensuite à l'accueil de jour. Parce qu'il était vu par des gens en situation. Et que donc, ça pouvait m'aider pour mieux saisir ou avoir une attitude différente
entre autres, justement, moi, je n'ai pas fait de stimulation, comme on pourrait appeler faire des choses de stimulation, parce que je savais qu'il en avait. Et que par conséquent, nous avions le plus possible la vie normale, entre guillemets, une vie normale. Et à partir du moment où il n'a plus été que chez moi, et qu'avec des professionnels, puisque la famille vraiment n'osait plus tellement être intervenante, si vous voulez. J'ai été suivie tout à fait, lui aussi, mais c'était quand même moi qui étais la seule à pouvoir vraiment décider quelque chose. Et ça, je trouve que c'est assez difficile, parce que comment être sûr qu'on ne se trompe pas? Puis alors, bon, après, il y a aussi, alors que j'ai réussi à obtenir des soins palliatifs pour différentes personnes, je n'ai pas réussi à avoir quelque chose chez moi. Et ça, pour moi, c'est vraiment un échec considérable. J'avais des gériatres qui me disaient « il n'est pas en fin de vie » et j'avais le chirurgien qui me disait « il est en fin de vie ». Et donc, j'ai été prise entre deux feux sans savoir réellement ce que ça veut dire. Enfin, vous voyez. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à évacuer encore actuellement. Parce que si j'avais vraiment su qu'il était en fin de vie, 1 mois et demi de fin de vie, c'est pour moi la fin de vie quand même, eh bien, je n'aurais pas eu la même attitude. Vous voyez, il y a des choses que je lui aurais pu lui apporter, que je ne lui ai pas apporté parce que, bon, on me dit, il n'est pas en fin de vie. Alors ça, je trouve que c'est... Et je comprends ce que m'a répondu le médecin qui était dans l'atelier, qu'on ne peut jamais savoir. Effectivement, il y a des gens qu'on a cru en fin de vie, qui revivent 6 mois, 1 an, plus. Bon, mais quand même, avec l'habitude que ont les gériatres, il me semble qu'il faudrait se mettre d'accord sur les mots. Bon, c'est pas demain matin, oui, ça d'accord, peut-être, ça va pas être en 5 minutes, mais c'est quand même une dernière phase. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut la traiter autrement que ce que j'ai fait. Parce que j'ai même été jusqu'à ce qu'on me dise qu'il allait être en long séjour. Il était à même pas 8 jours de sa mort. Vous voyez? Bon, c'est... Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens ont ce type de problème, hein, mais je pense que oui. Parce que c'est difficile dans un hôpital d'admettre que la personne est en fin de vie. Et que quand... Alors, ce que je ne sais pas aussi, on m'a dit que non, je n'aurais pas pu obtenir les soins palliatifs. Et ça, je n'ai pas encore réussi à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on appelle des soins palliatifs? Si quand quelqu'un est comme ça très avancé, il n'y a peut-être pas... Tout dépend de ce qu'on met sous le mot aussi de soins palliatifs. Et moi, j'ai besoin de creuser ça aussi. Ce qui est très difficile pour un aidant, moi, il a été quand même... enfin, j'étais toujours avec lui, quoi qu'il arrive. J'arrive dans un hôpital, on me fait sortir, ne serait-ce que pour le remonter dans son lit. Au point que j'ai dit, je vous gêne? Et on m'a répondu oui. Alors je suis sortie. Mais quand même, là, l'infirmière qui avait fait ça est venue me trouver après. Et après, ça a été mieux. Mais forcément, ce que je comprends, c'est qu'évidemment, ils ne connaissent pas les gens. Ni le malade, ni les aidants. Donc il y a des aidants qui sont certainement très difficiles. Peut-être. Mais en même temps, ce sont les aidants. C'est comme moi, je m'étais dit, je vais en profiter pour savoir mieux le changer, par exemple. Puisque je vais voir comment elle s'est... Ah ben, on me fait sortir. Vous voyez? Alors que c'est moi qui le changeais. Donc, en quoi... vous voyez? Mais en même temps, je suis d'accord que pour eux, c'est désagréable d'avoir quelqu'un qui ne savent pas dans quel sens on les observe. Moi, c'était pour apprendre. Mais aussi, en même temps, bien sûr, quand ici, j'avais le SIAD, il y avait, avec certains n'aimaient pas que je sois là. Parce que dès qu'ils étaient là, ils commençaient à dire qu'il avait mal. Bon, et d'autres, ça se passait très bien. On voit bien qu'il y a des différences, mais on comprend aussi que pour les personnes qui font ce travail-là, avoir quelqu'un là qui est... c'est difficile, d'autant que quand ils ne connaissent pas, il leur faut quand même effectivement plusieurs jours pour arriver à savoir comment est la personne, comment... Mais mon objectif chaque fois, c'est d'essayer qu'on soit tous plus à l'aise.
aussi bien ceux qui soignent que ceux qui sont soignés. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai dit à mon médecin traitant, c'est que moi, je ne vais pas à l'hôpital. Débrouillez-vous, je ne vais nulle part. Je ne me fais pas opérer. Bon, il faudra peut-être bien que je le fasse. Mais c'est vrai qu'actuellement, vraiment, je me dis, je serai une malade impossible, quoi, parce que, ben voilà, c'est... Et en même temps, j'ai tout à fait en admiration devant tout ce qui est fait. C'est pas le problème. Ça n'empêche pas. Je suis donc de formation agronomique et j'ai travaillé à différents endroits, mais entre autres, je m'occupais de formation des conseillers en matière d'élevage bovin. Et donc, personnellement, ça faisait très très longtemps que je trouvais qu'il y a une très grande distance entre l'intellect et la pratique. Et chez nous, c'est vraiment très très fort, alors qu'en Angleterre ou en Allemagne, ils incorporent beaucoup plus les choses. Je crois qu'on y vient. Mais toujours est-il que je trouvais qu'il était important que les gens qui conseillent telle ou telle chose, il faut marquer les bovins, les piquer, les machins, tout ce que vous voulez, et que sans savoir comment on s'y prend, ça me paraissait vraiment dommage. Donc heureusement, il y a des gens qui étaient d'accord et j'ai pu monter des formations pour la manipulation des bovins. Vous voyez, c'est très terre à terre et j'ai eu quelqu'un de vraiment exceptionnel en matière de savoir-faire avec les animaux, avec un niveau de réflexion et de recherche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est allé voir que dans un musée, les Égyptiens, de la façon dont d'après la représentation, ils tenaient les bovins, et a fait des essais pour faire la même chose. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'idées, mais qui savait que la patience est vraiment très très importante, mais si vous voulez, le temps. À titre d'exemple, si vous voulez, il allait s'occuper de ses animaux, puisqu'il en avait lui-même, et il y allait avec son fils. Et avant d'y aller, ils se touchaient eux-mêmes et tout, entre eux, pour voir s'ils étaient dans un état tel qu'ils pouvaient aller. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est très important, c'est-à-dire que c'est vrai que si on a le choix, attention, si on est très tendu, on ne peut pas bien soigner. Il faut être disponible et il faut pouvoir évacuer ce qu'on a de surtension. Alors il y avait une autre chose, c'est avec les animaux, mais qui peut se jouer aussi avec les humains, c'est-à-dire que vous comprenez, on va au bovin, donc on fait un peu le torero. Hein. Et donc lui, il avait trouvé ce système que les animaux dont on allait s'occuper soient suffisamment loin pour que les gens aient à marcher, vous voyez. Et donc progressivement, quand on marche, on se détend et on n'arrive pas pour faire vous voyez. Et donc toutes ces choses-là, pour moi, c'est vraiment très important. Après ça, j'ai eu aussi une sociologue qui nous a fait des travaux, qui m'a fait découvrir un Anglais qui travaillait sur la relation entre les vaches et leurs vachers, vous voyez, et sur l'importance de la qualité de cette relation, de l'amour que peut donner le vacher à ses animaux. Et donc, grâce à cela, j'ai pu aussi faire venir cet Anglais. Enfin, vous voyez, on a travaillé là-dessus. Et ça a beaucoup aidé certains des conseillers qui concevaient des systèmes et tout. D'autre part, elle a travaillé donc elle nous a fait des travaux sur cette relation entre l'homme et l'animal, notamment sur les peurs qu'ont les éleveurs de leurs bovins, qui sont quand même des... Hein. Alors là, j'ai eu des tollés, bien sûr, mais en réalité, c'est quelque chose d'intéressant à travailler, parce qu'il y a la peur réelle, puisqu'on a quand même en face de soi un animal qui fait 500-600 kilos et qui a son autonomie. Et puis, il y a les peurs qu'on dit fantasmatiques. Enfin bon, tout ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et elle a fait, dans un bouquin, elle faisait des travaux sur le travail, et elle a fait le rapprochement entre le travail des soignants et le travail des éleveurs, notamment les éleveurs qui doivent faire véler leurs vaches, faire des piqûres, pénétrer dans le corps de la vache. Et ça, j'ai trouvé aussi que c'était tout à fait, pour moi, c'était très utile, très... voilà. Mais, alors là, c'est vrai que c'est très difficile même dans mon mémoire où j'avais mis un peu là-dessus, on me l'a mis dehors. Vous voyez ? Ça gêne en quelque chose.
Personnellement, je ne dis pas que les animaux et les humains sont la même chose, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est une certaine approche des problèmes, si on veut. L'un apporte à l'autre. Enfin bon, et je suis très très contente parce que j'ai une petite nièce qui est psychologue et qui va faire un DU sur justement la souffrance chez les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Cette espèce d'expérience de la patience que vous avez pratiquée, c'est devenu comme un outil. Je veux dire, quand vous avez été confronté à cette maladie, qu'il a fallu faire face de telle et telle manière, bon, vous êtes découvert cet outil. Je veux dire, comment c'est rentré dans votre vie, ça? Parce que ça n'a pas dû être immédiat. Eh ben, je vous dis, à partir de cette expérience avec cette manipulation, où j'ai compris que, si vous voulez, un animal va aller là où vous voulez qu'il aille s'il a compris que c'est ça que vous voulez de lui. Il faut arriver à lui faire comprendre. Or, bon, alors la voix, enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent, notamment donc tout ce qui est non-verbal, mais si vous voulez, j'ai vu qu'à quel point le fait de prendre le temps que l'animal ait compris fait gagner du temps. Mais quand vous expliquez ça aux techniciens ou même à certains éleveurs, ils disent j'ai pas le temps. Vous voyez? Et c'est vrai qu'il y a une telle pression sur les gens que vous allez dire ça à une aide-soignante ou une infirmière. Bon, elle a celui qui est derrière, elle doit faire celui. On leur donne, vous savez combien on leur donne de minutes actuellement pour faire une toilette? C'est fou. Donc, si vous voulez, ils sont cadrés complètement. Donc, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas savoir qu'il faut prendre le temps. Et qu'en fait, on gagne du temps. Je l'ai parfois expliqué à des gens du SIAD, vous voyez, dans le cas particulier, c'est-à-dire, je lui ai dit, laissez-lui le temps de monter. Si c'est lui qui le fait, ça, on va gagner du temps. Si vous voulez le pousser dedans, il va être en... Vous voyez? Et ça, alors lui, vraiment, c'était d'une clarté extraordinaire. Si vous vouliez le forcer à faire quelque chose, vous pouviez y passer du temps, là, oui. Parce que vraiment, il avait de la force. Et par conséquent, s'il ne voulait pas, il ne voulait pas. Et si par contre, il avait compris, ou admis, pour quelle raison, j'en sais rien. Moi, il m'est arrivé, j'ai attendu ici 3 heures pour qu'il sorte de la voiture. Pourquoi? Ça, j'ai jamais su. Mais je savais qu'il n'y avait pas le choix, qu'il fallait que j'attende. Et je repartais, j'allais faire un tour, je revenais. Il y avait quelque chose qui faisait, mais peut-être que d'autres gens auraient eu une meilleure méthode que moi. Hein. Ça, je prétends pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que quand quelqu'un est braqué, dans ce type de maladie, hein, je ne sais pas non plus, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais si on maintient, alors là, ça se braque de plus en plus, de plus en plus. Il faut, comme la mémoire récente n'est pas bonne, si vous changez, ne serait-ce que vous partez, vous revenez, vous parlez d'autre chose, et hop, ça se débloque. Mais c'est de l'expérience, si vous voulez. Enfin, mais disons que le fait que je sache que c'est... il faut que la personne accepte, voilà. Alors, comment vous expliquez cette confiance qu'il avait en moi? Oui. Ah, je sais pas. Non, mais quand même, c'est quand même le... Alors là, je peux vous dire que ce que je peux vous dire, ouais, c'est que si j'avais pu avoir un doute, que je n'ai jamais eu d'ailleurs, sur le fait qu'il m'aimait, ça oui. Mais si vous voulez, ce qui a été extraordinaire, c'est que dans la phase préliminaire, alors là, il me disait que je ne comprenais pas. Chaque fois que je proposais quelque chose, il était contre. Entre autres, je lui proposais de voir des médecins. Et ça, il était tout à fait contre. Et donc, c'était une phase extrêmement difficile parce que il était pratiquement tout le temps en désaccord avec moi. Et moi, je ne savais pas comment m'y prendre. Par conséquent, je sentais bien qu'il avait ce genre de problème, mais quand même pas à ce degré-là. Je devais le protéger par rapport aux gens qui voulaient tout simplement le mettre sous tutelle. Alors que quand même, vous voyez, il gérait ses affaires, plus ou moins bien peut-être, mais bon. Et du jour où il a eu sa crise, où on me l'a esquinté complètement avec de l'aldol,
à partir de ce moment-là, il n'a jamais perdu confiance en moi. Oui. Jamais. Et parce que vous l'avez sorti de là, peut-être, cette fois-ci. Je l'ai sorti... ouais, non. J'ai relu là, hier une lettre qu'il avait écrite à mes amis quand il s'est retrouvé donc à Ville d'Avray, où il disait qu'ils essaient de me faire comprendre que là, il était chez les psys, mais enfin qu'il n'était pas malade. Vous voyez. Et malgré tout, après, il a été tout le temps en confiance avec moi. Comment ça marche? Je veux dire, ça couplé à cette idée que comment est-ce que je suis certaine de faire ce qu'il faut? Ah, je ne suis pas certaine, jamais. Oui, jamais, mais enfin pas tout à fait jamais, sans ça. Sans ça non, on est toujours en doute. Plus ou moins. Non mais justement, comment on négocie un truc pareil? Puisqu'il y a plusieurs questions là. La première c'est, je veux bien faire, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Parce que je ne sais pas qu'il a mal en fait, et bon, je fais même le contraire. Et en même temps, c'est bien lui, c'est à lui que je m'adresse, mais en même temps, c'est un jeu très étrange. Enfin, je veux dire, c'est un jeu multiple. Enfin, bon, il y a sûrement un jeu commun entre vous. Il y a certainement un jeu qui est à côté. Il y a un jeu qui lui échappe. Comment on fait avec ça? Disons que par moment d'ailleurs, je pense qu'il m'observait en riant. Vous voyez? Et c'est difficile de savoir ce qu'il pensait vraiment. Parce que quand même, en fait, donc je l'ai récupéré très esquinté. Mais il a, grâce à la récepte, à la kinémésière et à l'hôpital de jour, il a beaucoup récupéré. Il a retrouvé son humour et beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il pensait de notre relation? Ça, je ne sais pas. Nous avons essayé, du moins moi je l'ai essayé, je pense que lui jouait le même jeu, d'être comme si l'un allait à son bureau vous voyez, et moi à mes activités. Et en fait, chaque fois qu'on a restreint, c'est lui qui a restreint. C'est pas moi, en principe. C'est-à-dire que, par exemple, je lui ai toujours laissé un portefeuille avec de l'argent. Et progressivement, il n'a pas dû se sentir suffisant. Et il me disait, il faut que j'ai de quoi revenir en taxi. Donc, très bien. Et je vérifiais quand même s'il y avait son... Et puis, à un moment donné, il a commencé à... Le mettre, c'était son bureau à côté, et à le cacher dans son bureau, vous voyez. Donc, c'est lui qui a arrêté les choses. Et j'ai essayé de ne pas le faire remarquer. Simplement, j'ai essayé de suivre ce qu'il faisait, ou ce qu'il ne faisait plus de sa propre initiative, plutôt que d'essayer de négocier, mais non, on ne voudrait pas que tu es ci. Vous voyez, ce que font les gens. Mais ce que je vais avoir comme problème avec mon cousin, c'est-à-dire que, par exemple, la carte bleue, c'est quelque chose d'assez... là, j'ai pas eu de problème, mais il ne me l'a pas demandé. Vous voyez, il n'a pas vu, ou il a fait semblant de ne pas voir. Je n'en sais rien. J'ai enlevé très vite. Je lui ai mis simplement de l'argent liquide. Vous voyez. Et puis j'ai mis un papier avec son nom, etc., dans son portefeuille. Il ne l'enlevait pas. Par contre, il y avait des choses qu'il enlevait. Mais disons que ce que j'ai essayé de faire, c'est effectivement que qu'il soit toujours associé aux décisions, même s'il ne pouvait pas, même si en fait c'est moi qui la prenais. Ça, c'est dur. C'est-à-dire que, en réalité, à partir du moment où on me l'a rendu de la clinique, j'estime que tout en le faisant participer, c'est toujours moi qui ai pris les décisions. C'est-à-dire que j'arrivais à lui expliquer et il me donnait son accord. Mais ce n'est pas lui qui disait il faut faire ça, vous voyez? Oui, vous voyez la nuance? Là, par exemple, il y a eu un truc, c'est que au début, il disait ah, si j'avais ma voiture, parce qu'en fait, il avait une voiture, mais c'est pas lui qui l'avait. Et puis, si j'avais ma voiture, j'irais faire ci, ça. Je disais mais j'ai la mienne. Et il a fallu que je lui explique que sa voiture, elle avait été vendue, vous voyez. Mais ça a été la seule chose où je n'ai pas pu faire que ce soit lui qui signe, vous voyez.
J'ai trouvé d'ailleurs que ça c'était moche, parce que à partir du moment où il signait encore les choses, il a signé quand même encore pendant 5 ans. Et là où il a perdu vraiment l'écriture totalement, même la signature, en 2005. Vous voyez. Et donc à partir de 2005, j'ai continué à l'informer et tout, mais j'ai été obligée de signer moi. Et j'ai obtenu une procuration. Mais, et peut-être que je l'ai moins associé quand même, parce que je ne savais pas trop. C'est difficile de savoir ce qu'il comprenait, ce qui pouvait lui être agréable ou au contraire désagréable. Par contre, j'ai continué. Vous voyez, par exemple, le cinéma, c'est lui. Enfin, c'est pas lui qui a arrêté, mais c'est son comportement au cinéma qui a fait que j'ai dit il faut que j'arrête parce qu'il avait peur. Et donc il voulait sortir, vous voyez, bon, dans le noir, c'était plus possible. Et puis j'ai arrêté les concerts quand j'ai vu qu'il risquait de faire du bruit, je parlais ou de. Et puis j'ai arrêté le théâtre quand, pareil, la dernière pièce de théâtre a été assez difficile. Non, c'était pas la dernière, je crois. J'ai encore eu un truc en 2005, 2006, où je l'ai emmené à. J'avais eu des places pour l'Opéra Bastille. Et il aimait tellement la musique et tout que je l'ai emmené. Et à l'entracte, je me suis précipitée dehors. Parce que c'était vraiment tout à fait difficile. Et bon, vous voyez, mais c'est quand même. Il m'a fait comprendre, si on peut dire, que c'était plus son truc, quoi. Alors, ce que je trouve très très intéressant, moi, c'est que c'est une ergothérapeute qui, sur la dernière année, m'a été très très utile. Parce que chaque fois que je cherchais quelque chose, elle cherchait et elle essayait de me trouver une solution. Et parce qu'il n'y a pas de solution toute faite, compte tenu que les cas sont différents. Donc, on ne peut pas non plus reprocher, dire bon. Mais c'est vrai qu'il faut trouver des gens que ça intéresse. Et elle, ça l'intéressait. D'ailleurs, je lui ai dit, vous avez vraiment été sympa. Elle m'a dit, oui, mais moi, ça m'a appris à chercher. Enfin, vous voyez, c'est plus marrant que, si on veut, par certains côtés, plus valorisant que d'avoir tout le temps la même chose à faire. Pour en revenir à votre question, je ne sais pas, c'est difficile de... Bien sûr, je réfléchis, mais en même temps, c'est spontané. C'est pas comme ça, tout le temps à se dire... c'est essayer de suivre, je sais pas. Non, mais en même temps, voyez-vous, il y a une chose que quand on m'a dit qu'il était vraiment atteint et tout, je me suis dit, bon, eh bien, en moi-même, je lui ai promis que je ne le laisserais pas devenir comme l'image que j'avais d'Eisenmeyer. Et que on partira ensemble de façon... Bon, j'ai jamais eu... Si oui, j'ai jamais eu le sentiment que pour lui, il fallait que je fasse ça. Et en plus, c'est vrai aussi que ce que je dis, ce que j'ai déjà dit, c'est qu'à chaque fois vous dites, oh oui, si vraiment il fait plus ça ou je pourrais plus. Finalement, l'adaptation se fait presque automatique. Pourtant, on se dit non, ça quand même, parce que on voit ce que disent les autres. Ah, il a baissé. Et ça finalement, moi, ça me mettait hors de moi, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai appris aussi, à la fois, attention aussi, avec les groupes de parole, avec la formation que j'ai suivie, avec tout ça, ça m'a quand même énormément aidé. Je pense que quand même, le fait d'avoir... j'ai été suivie par un psychologue tout le temps. Et le fait d'avoir eu la formation avec Broca et François Exomer, et puis quand même j'ai suivi toujours, je suis allée en vacances, ça c'est autre chose. Pour moi ça n'a pas été ce qui était épatant, mais ça m'a fait une coupure quand même. Mais si vous voulez, je pense que tout ça, ça m'a aidé à passer et à mieux comprendre. Et il faut comprendre, enfin, moi je suis dans les gens où j'ai besoin de comprendre et notamment vraiment pour les comportements à avoir avec l'évolution de la maladie. Je pense que ça c'est quand même très très important, mais qu'il y a un stade où on aurait besoin d'une formation pratique. Et celle-là, je l'ai cherchée et je ne suis pas arrivée à la trouver. Je trouve que ça manque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que quand même c'est pas mal de rester à domicile et qu'il faut faire très attention à ne pas faire de la maltraitance,
alors à ce moment-là, moi je trouve qu'il faut que les aidants aient des formations pratiques. Et ça nulle part je ne l'avais vu proposer. Et j'en parle et nulle part je ne le vois. Et ça, je ne sais pas comment on peut faire. Parce que c'est vrai que ça a l'air d'empiéter. Ah, c'est pas une question d'empiéter. Si on doit rester, si on est d'accord sur le fait que c'est pas mal de rester à domicile, il faut aider les gens à ce qu'ils ne s'esquintent pas eux-mêmes, à savoir comment justement plier ses genoux. Ça, moi, j'avais fait des trucs, donc je connais. Je ne dis pas que je le faisais bien, mais beaucoup de gens ne savent absolument pas. Ils sont complètement perdus. Comment voulez-vous qu'ils ne le soient pas? Et ça, voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des choses comme ça, vous voyez. D'essayer de faire dans le concret. Parce que je ne suis pas une intellectuelle de haut niveau. Voilà. Mais non, j'ai une culture tout à fait limitée. En plus, je m'intéresse qu'à ces problèmes de maladie, bon, enfin bref. Parce que je suis confrontée à des problèmes difficiles, hein, de maladies où les gens, par contre, ont toute leur tête et puis sont en fauteuil. Ça, c'est très difficile aussi. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire pour que... Mais ça coûte très cher, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Mais là, bon, là actuellement, on est orienté sur Alzheimer.